Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur les antennes de Télé Côte d'Ivoire. Nous avons le plaisir et l'insigne honneur de recevoir aujourd'hui Son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avec moi pour vous interroger ce soir sur l'actualité socio-politique de notre pays, Akassaï Lazare. Bonsoir Lazare. Bonsoir Pascal. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Monsieur le Président, depuis bientôt 3 mois, vous êtes le président démocratiquement élu de la Côte d'Ivoire. Vous êtes retranché ici, à l'hôtel du Golfe. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? Je vous remercie, cher frère. C'est vrai, ça fait bientôt 3 mois que nos compatriotes m'ont porté à la tête de notre pays avec plus de 54% de suffrages exprimés à l'occasion d'une élection dont le taux de participation a été exceptionnel, 81%. Et donc, de ce point de vue, je ressens une très grande fierté. Et en même temps, bien entendu, j'ai été élu pour me mettre au travail, pour mettre en œuvre mon programme. Et là, 3 mois de perdu, c'est des centaines de milliards qui sont perdus pour la Côte d'Ivoire. Donc, de ce point de vue, je suis un peu déçu, mais je ne cède pas au découragement. Je suis plein d'espoir, j'ai une grande détermination parce que je suis persuadé que nous arriverons au bout de cette situation très rapidement. La Côte d'Ivoire a besoin d'être remise au travail, c'est pour cela que j'ai été élu. Mes compatriotes, en votant aussi massivement au premier comme au deuxième tour, ont souhaité le changement et nous allons faire en sorte que le pays bouge et que les choses changent le plus rapidement possible. Et d'ici à l'hôtel du Golfe, comment vous arrivez à gérer les affaires de l'État? Parce que vous posez des actes. Oui, c'est vrai, il y a une certaine contrainte d'être à l'hôtel. Mais vous savez, avec l'ère d'Internet et tout ce qui est possible au niveau des nouvelles technologies, on peut faire beaucoup de choses, même de son bureau. Mais j'aurais souhaité faire plus. C'est vrai que dans certains domaines tels que la diplomatie, nous avons essayé d'aller de l'avant en matière de communication. Je suis heureux que nos compatriotes puissent me voir, puisque sur notre Télé Côte d'Ivoire, c'est tout de même une grande réalisation. En moins de 3 mois, nous avons mis en place une radio, une télévision. Vous imaginez ce que nous pourrions faire pour le pays en 5 ans. Donc j'ai une grande ambition dans tous ces domaines. Bien entendu, nous aurons l'occasion de parler des questions économiques, des questions financières. Nous travaillons avec une équipe restreinte, 13 personnes, plus le Premier ministre et moi-même. Bien entendu, ce n'est pas assez. Nous aurions aimé avoir de meilleures conditions de travail, mais ceci est peut-être pas aussi important. Ce qui m'importe, c'est la souffrance des Ivoiriens. Le fait que tous les jours qui passent, on a des dizaines d'Ivoiriens qui sont assassinés. Nous en reparlerons tout à l'heure. C'est cela mon angoisse. Mais être à l'hôtel du Golfe n'est pas une panacée, c'est vrai, mais nous travaillerons, car nous avons été élus pour diriger la Côte d'Ivoire et nous allons le faire. Nous allons le faire. Dès les premiers instants de la proclamation des résultats, Monsieur le Président, vous avez bénéficié du soutien total de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne et de l'ONU. Comment interprétez-vous cette caution universelle? Oui, mais ces élections ont été transparentes, elles ont été démocratiques, elles ont été suivies par la CEDEAO avec la présence d'un représentant du facilitateur, par l'Union africaine qui a d'ailleurs donné un mandat blanc à M. Laurent Gbagbo. Ensuite, bien entendu, avec l'Organisation des Nations Unies qui a permis de suivre le processus de bout en bout avec son financement, avec son encadrement, avec le rôle de certification. Donc, toutes ces institutions ne pouvaient que se rallier à la décision du verdict des urnes, au verdict des urnes, à la décision des Ivoiriens. Les Ivoiriens m'ont élu à 54%. Nous tous qui sommes en Côte d'Ivoire, nous le savons. Certains ont tenté
d'envoyer des délégations pour dire autre chose. Mais nous savons que ces élections ont bien été transparentes, que ces élections ont porté à la tête de la Côte d'Ivoire Alassane Ouattara, et donc il n'y a pas de discussion. Alors si nous-mêmes, nous avons choisi de manière aussi claire et transparente, la communauté internationale, la communauté africaine ne pouvait qu'endosser ce choix. Dans le même ordre d'idée, Monsieur le Président, votre adversaire est de plus en plus isolé, notamment sur les plans économiques et diplomatiques. Oui. Sur celui de la diplomatie, tous les ambassadeurs que vous avez nommés ont été reconnus. Quel est le poids de cet atout dans votre stratégie de contrôle du pouvoir? Oui. Je vous remercie, Lazare. Vous savez, un État, dans notre monde moderne, vaut par, bien sûr, sa population, ses citoyens, sa souveraineté, mais également par la reconnaissance internationale. C'est pour cela que des ambassadeurs sont accrédités auprès d'autres nations. Et c'est pour cela que les Nations Unies existent. Prenez même des États qui ont eu beaucoup de difficultés à être acceptés sur la scène politique internationale. Le Zimbabwe, Mugabe a des ambassadeurs à l'ONU. Vous prenez la Corée du Nord, ils ont des ambassadeurs un peu partout. Donc le fait d'avoir un ambassadeur est la reconnaissance de la légitimité et de la souveraineté. Et c'est pour cela que j'ai donné une grande priorité à la nomination des ambassadeurs. Ça, c'est le principe général. En deuxième lieu, notre pays a été frappé par une mauvaise représentation à l'étranger, du fait que mon prédécesseur a désigné à ses fonctions des personnes qui n'étaient pas des diplomates de carrière. Sur les 46 ambassadeurs que nous avions en poste à fin novembre, 22 n'étaient pas des ambassadeurs de carrière. Alors donc ce n'est pas une chasse aux sorcières. Moi, je suis le président de tous les Ivoiriens. Donc mon objectif, c'est de rassembler. C'est de faire en sorte que chacun trouve une place dans notre société, dans l'administration, dans l'armée, dans la société. Alors, je me rends compte que certaines des nominations n'étaient pas conformes aux normes qui doivent nous guider. Et c'est pour cela que j'ai entrepris de faire un vaste mouvement au niveau des ambassadeurs. Et ceux que j'ai nommés, vous le savez, et qui ont déjà été accrédités, sont quasiment tous des ambassadeurs de carrière. Et je pense que ça va donner le moral aux diplomates. À chacun son métier. C'est aussi simple que cela. Alors, sur le plan économique, on sait que la BCEAO constitue un enjeu important. Vous avez obtenu la signature. Oui. Vous avez pris également des mesures, notamment la suspension des exportations de café et cacao, oui. Aussi la gratuité de la vignette. Oui. Est-ce que ces mesures-là, Monsieur le Président, sont véritablement appliquées sur le terrain? Oui, Pascal, ces mesures sont appliquées. Vous savez, quand on arrive dans une situation de crise, il faut faire le diagnostic et ensuite poser des actes. Nous nous sommes vus confrontés à une situation ubuesque, une situation inédite. Un président battu aux urnes décide de ne pas partir, avec un certain nombre d'éléments de l'armée qui le soutiennent. À partir de là, il fallait préserver l'essentiel. La Côte d'Ivoire a déjà souffert de 10 années de crise. Et souvenez-vous, pendant la campagne électorale, surtout le débat que nous avons eu avec vous d'ailleurs, un débat exceptionnel, apprécié de tous, nous avons mis l'accent sur les difficultés des Ivoiriens, sur les perspectives que nous avions pour sortir la Côte d'Ivoire de cette situation et faire en sorte qu'il y ait un peu de mieux-être pour nos concitoyens. Alors, en arrivant, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons un groupe de personnes qui, pendant 10 ans, n'ont rien fait pour les Ivoiriens et qui, en même temps, commencent à piller les ressources de l'État. Et je vais vous dire quelque chose. Les premières investigations que nous avons découvert dans un pays que je ne citerai pas, que les 89 personnes sous sanction ont sur leur compte bancaire à l'étranger, dans un seul pays, plus de 150 milliards de francs CFA en 10 ans. Nous nous connaissons tous en Côte d'Ivoire. Arriver à accumuler une telle fortune en 10 ans dans un seul pays
sur des comptes bancaires, c'est inadmissible. Et c'est ce que nous savons de ce qu'ils font avec l'argent public dans notre pays. Donc il fallait prendre des mesures immédiates. Alors ces mesures ont concerné plusieurs secteurs que vous avez mentionnés. Le café-cacao, c'est tout de même scandaleux. Le chef de l'État sortant lui-même a indiqué que ça a été un secteur de pillage des ressources. Il a mis en prison certaines des personnes qu'il avait désignées lui-même et qui ont pillé les ressources pour elles-mêmes et pour peut-être d'autres personnes. C'est un procès en cours, donc je ne ferai pas de jugement là-dessus. Et nous nous sommes aperçus que les montants des taxes qui pourraient être collectés et qui étaient collectés étaient destinés à l'usage personnel de ce groupe de personnes, de ce camp, de ce clan, qui s'apprêtait donc à faire main basse là-dessus. Rien qu'au mois de décembre, ils ont encaissé plus de 100 milliards de francs CFA pour payer des miliciens, pour importer des armes, pour faire des cadeaux à certaines personnes. Ceci n'était pas possible. Donc il fallait qu'on arrête cette hémorragie. Et ensuite, toutes les mesures qui ont été prises par rapport à la rétention des impôts ou au décalage du paiement des impôts vont dans le même sens. Vous savez, si vous mettez de l'argent entre les mains de personnes qui pillent l'État, les citoyens n'en profitent pas. Mon objectif, c'est que les Ivoiriens profitent des ressources ivoiriennes. Quant aux questions liées à la vignette, tout le monde connaît les difficultés du secteur des transports. Nous-mêmes, quand nous étions dans l'opposition, nous avions dit que les prix du carburant étaient trop élevés quand on comparait ces prix au prix des pays voisins qui n'ont pas donc d'accès à la mer. Et des pays sur lesquels nous exportons du carburant, ces pays, le carburant coûte moins cher chez eux que chez nous. Alors, en attendant que nous prenions des mesures plus globales, quand nous serons en totale possession de tous les leviers de l'État, nous avons voulu encourager les transporteurs en faisant donc cette exemption sur la vignette. Donc voilà, vous voyez, c'est une philosophie qui explique tout ce que nous faisons. C'est de faire en sorte que les ressources ivoiriennes restent en Côte d'Ivoire entre les mains des Ivoiriens, qu'on arrête le pillage. Bien entendu, après, je ferai un audit, car nous savons comment l'argent de l'État a été gaspillé pendant ces 10 années. Je ne ferai pas de chasse aux sorcières. Comme je le dis, je suis le président de tous les Ivoiriens. Que ce soit ceux qui ont voté pour moi, ceux qui n'ont pas voté pour moi, ceux qui n'ont pas pu voter pour diverses raisons. Il faut que la Côte d'Ivoire devienne une terre de justice. Et que le fait de dire « je suis un patriote » veut dire que je vais m'occuper de mon pays et que je ne tiens pas, je ne veux pas la destruction de la Côte d'Ivoire. Voilà la philosophie des mesures que nous avons prises. L'un des faits marquants de cette crise que nous connaissons, c'est certainement ce qu'on a appelé le braquage de la BCEAO. Oui. Les commentaires vont bon train, certains disent le coffre n'a pas été atteint, d'autres disent le coffre a été atteint. Monsieur le Président, est-ce qu'aujourd'hui on a une idée précise de l'ampleur de ce qui s'est opéré à la BCEAO? Oui, vous savez, c'est un domaine qui m'est très cher parce que j'ai été gouverneur de la Banque centrale pendant de nombreuses années. Je suis encore gouverneur honoraire en raison des services rendus à cette institution. C'est donc un titre qui m'a été décerné par l'ensemble des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Alors, nous nous trouvons dans une situation où nous avions en son temps un gouverneur désigné par la Côte d'Ivoire qui n'a pas respecté la volonté des États membres de l'Union économique et monétaire, qui, en 6 semaines, a décaissé plus de 200 milliards de francs CFA au gouvernement illégitime, pour les mêmes besoins, acheter des armes, des munitions, payer en partie les salaires, mais ce n'était pas le plus significatif. Alors, ce gouverneur devait partir parce qu'il n'a pas appliqué la règle. Parce que la banque est un domaine très sérieux et très rigoureux. Il y a des règles, il faut les appliquer, autrement on se retrouve dans la catastrophe. C'est ce que nous avons voulu éviter. Le gouverneur étant parti, le
gouverneur intérimaire décide de nommer de nouveaux responsables à la direction de la Banque centrale à Abidjan. Alors, que fait M. Laurent Gbagbo? Il décide de braquer la BCEAO. Vous savez, c'est très grave, peut-être parce qu'il n'est pas banquier. Il ne mesure pas la portée de l'acte qu'il vient de poser. La Banque centrale est vraiment le temple de la monnaie. C'est quelque chose de très sérieux. La Banque centrale est la banque des banques. Vous avez votre compte dans une banque commerciale, comme les banques commerciales ont leur compte dans la Banque centrale. Si quelqu'un va braquer une banque jusqu'à vider les caisses, c'est votre argent que l'on prend. Si la Banque centrale est braquée, ça veut dire que c'est l'argent des banques et par ricochet, c'est votre argent, c'est notre argent. Voici des gens qui ont pris l'agence de la BCEAO à Abidjan en otage. Ils y vont, ils se servent comme des brigands qui viennent braquer une banque, qui prennent l'argent des épargnants, l'argent des travailleurs, en bref, l'argent des Ivoiriens. Ceci n'est pas acceptable. C'est un acte qui a des conséquences qui vont au-delà de nos frontières. Si cela devait durer, non seulement les banques commerciales seraient mises totalement en faillite et que beaucoup de banques qui sont de grandes banques ne viendraient plus en Côte d'Ivoire et surtout beaucoup d'investisseurs n'investiraient plus en Côte d'Ivoire. Et même les Ivoiriens qui ont de l'argent ne déposeront plus leur argent dans une banque. Alors, si nous ne déposons pas notre argent dans une banque, comment la banque pourrait faire des crédits à une PME, à une entreprise, à une petite ou une grande entreprise? Ça n'a pas d'importance, à une entreprise ivoirienne. Les conséquences de cet acte de brigandage sont très, très, très sévères. Et il faut que cela s'arrête. C'est très facile si le camp de Laurent Gbagbo rend la Banque centrale à ses fonctions antérieures sous l'autorité de la BCEAO générale qui se trouve à Dakar. Il est clair que les banques commerciales peuvent ouvrir tout de suite parce qu'elles pourront aller faire leurs opérations, mais elles ne peuvent pas aller se mettre entre les mains de personnes illégales, de personnes qui prennent les ressources de la Côte d'Ivoire pour les donner à un clan qui les utilise à des fins personnelles. Un régime illégitime qui prend l'argent des Ivoiriens, qui les utilise à ses fins, essentiellement pour promouvoir la violence, pour importer des armes, pour payer des mercenaires, pour se faire plaisir. Cela est inacceptable. Je trouve que c'est un acte criminel à l'endroit des Ivoiriens. Et cet acte sera puni quand les choses redeviendront normales. Le braquage des banques est une atteinte grave au futur de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. On ne peut pas accepter cela. C'est trop grave comme situation parce qu'il ne faut surtout pas qu'elle dure, cette situation. Si elle devait durer, c'est la catastrophe pour tous les Ivoiriens. Alors moi, je dis à mes compatriotes que nous devons nous mobiliser contre cette forfaiture. Dans aucun pays au monde, je n'ai vu un tel comportement. Vous savez, je suis choqué à plusieurs titres, d'abord en tant qu'ancien banquier, mais également en tant que citoyen. Moi, j'ai mes comptes ici, dans des banques. Ceux qui nous chantent le patriotisme, le nouveau colonialisme, à longueur de journée, c'est eux qui ont 150 milliards de francs CFA dans des banques dans un seul pays. Et nous sommes en train de faire le décompte. Peut-être que nous trouverons qu'il y a plus de 500, peut-être plus de 1000 milliards à travers le monde. C'est quand même malheureux. Il faut qu'ils arrêtent de tromper les Ivoiriens. Si je suis long sur ce chapitre, c'est pour dire mon indignation. Je trouve que le peuple ivoirien a été assez trompé. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on arrête cela. Nous devons tous faire en sorte que cela prenne fin parce qu'il s'agit de l'avenir du pays, de l'avenir de nos enfants. Un pays sans système bancaire, ils veulent qu'on devienne le Zimbabwe, que le kilo de viande qui est aujourd'hui à 3 000, 3 100 francs se retrouve à 10 000 ou à 15 000 francs dans 3 mois. C'est ce qu'ils veulent. C'est quand même lamentable.
Monsieur le Président, il y a aussi, à part le braquage de la BCEAO, le réquisitionnement de la Bourse régionale des valeurs, oui, ainsi que la commission bancaire. Ce sont des actes inadmissibles. En réalité, c'est parce qu'ils ne comprennent rien à la banque et à la finance. La Bourse régionale des valeurs n'appartient pas à la seule Côte d'Ivoire. Les valeurs qui y sont cotées pour l'ensemble des entreprises de la sous-région. Pourquoi ils vont braquer la Bourse régionale des valeurs? Bon, ce n'était pas normal de braquer la Banque centrale elle-même, mais la commission bancaire, en braquant la commission bancaire, en l'obligeant à fermer, qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est que cette commission ne peut plus jouer son rôle de régulation du système bancaire. C'est cette commission qui fait l'inspection des banques, qui doit dire si une banque est en bon fonctionnement ou pas. Si elle doit continuer de fonctionner, si elle respecte les règles déontologiques, c'est comme un médecin qui regarde si le patient est en bonne santé. Alors s'ils vont braquer cette institution, qu'elle est complètement fermée, donc n'importe quelle banque peut fonctionner n'importe comment, quitte à utiliser totalement l'argent des Ivoiriens et à ne pas rendre compte. C'est d'ailleurs ce qu'ils veulent. Comme ils ont quelques banques qui n'ont aucune substance, c'est pour empêcher que la commission bancaire ne dise telle banque est en réalité une banque en faillite parce qu'elle n'a pas de ce que nous appelons de fonds propres, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de substance, qu'elle n'a plus de capitaux et qu'elle ne doit pas fonctionner. C'est pour empêcher, c'est toujours la même chose. Ils veulent empêcher l'expression libre. Chez eux, c'est la pensée unique. Ils veulent dire, voici la route et c'est la seule route que vous pouvez prendre. Et nous n'accepterons pas cela. Je pense que les Ivoiriens ont bien compris que ces gens sont arrivés avec une idée précise, c'est de bâillonner les Ivoiriens. C'est de prendre la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens en otage. Et le braquage des institutions comme la Banque centrale, comme la commission bancaire, la Bourse des valeurs et j'en passe, est quelque chose d'inédit. Et il faut qu'on y mette fin le plus rapidement possible. Des banques commerciales, Monsieur le Président, à ce jour, ont fermé ou sont menacées de fermeture? Vous savez, il faut que ces régimes partent. Autrement, ils nous amènent directement dans le chaos. Mais ces actes sont des actes criminels, comme je le disais. Mais pourquoi ces banques ont-elles fermé? Mais ces banques ont fermé parce que la Banque centrale n'a plus de légitimité. Si vous êtes dans une banque et que vous allez pour aller chercher de l'argent et on vous donne de la fausse monnaie, une monnaie que vous ne pouvez pas utiliser en Côte d'Ivoire comme ailleurs, votre banque n'a plus de raison d'être. Ayant braqué la Banque centrale, ces banques se trouvent dans une situation où toutes leurs opérations avec cette fameuse Banque centrale n'ont plus aucun intérêt. L'argent que cette banque va émettre sera de l'argent sans valeur. Vous voyez, c'est du blanchiment. Parce que c'est de l'argent volé. C'est frauduleux. Les banques commerciales sont obligées de le faire pour se protéger parce qu'elles peuvent même faire l'objet de poursuites par les déposants en Côte d'Ivoire comme par des personnes extérieures à la Côte d'Ivoire qui peuvent dire, mais écoutez, vous avez fait vos opérations avec de l'argent blanchi, avec de l'argent volé, parce qu'ils n'ont aucune pièce pour justifier l'argent pris à la Banque centrale. Alors, ces banques sont dans l'obligation de fermer du fait de Laurent Gbagbo et de son camp parce qu'ils ne comprennent rien à la banque, ils ne comprennent rien à la finance. Ils peuvent poursuivre leur combat, entre guillemets. Mais pourquoi vont-ils braquer la Banque centrale? Si ce n'est pour créer des problèmes aux Ivoiriens. Braquer la Banque centrale veut dire amener cette Banque centrale qui donnera de l'argent, que cet argent sera de l'argent volé, comme un braquage ordinaire. Et si une banque commerciale s'amuse à utiliser cet argent, elle se sera dans une situation de complicité. Donc pour éviter des procès en cascade avec leurs correspondants, comme avec les épargnants ici, elles sont obligées de fermer. Laurent Gbagbo est responsable de cette situation avec son équipe.
Ils ne comprennent rien à la finance et à la banque. Ils n'ont pas leur place dans ces structures. Et c'est pour cela qu'ils agissent ainsi. Il faut qu'ils partent. Autrement, comme vous l'avez dit, ils nous apportent le chaos. Et je pense, et je demande que les Ivoiriens n'acceptent pas de se soumettre à une telle évolution. La Côte d'Ivoire, pendant 50 ans, a eu des banques, tout s'est bien passé dans notre pays. Il y a même eu un coup d'État, il y a eu des problèmes. Gbagbo est resté 10 ans sans rien faire. Il n'a pas construit une seule école, pas un seul dispensaire, pas une université, mais personne ne l'a agressé pour cela. Mais pourquoi aujourd'hui va-t-il toucher à l'épargne des Ivoiriens? Pourquoi va-t-il braquer la banque centrale au point d'amener les banques commerciales à fermer parce qu'autrement elles s'exposent à la liquidation, à la faillite? Mais il faut qu'ils arrêtent, qu'ils restituent la banque centrale à la banque centrale générale, à l'Union économique et monétaire, et en ce moment-là, les banques commerciales pourront ouvrir tout de suite et poursuivre leur activité. Ceci me paraît indispensable. Si ils ne le font pas, nous devons exiger tous ensemble qu'ils le fassent. Parce que nous ne pouvons pas accepter de rester dans un pays où les banques sont fermées des jours et des semaines. Ce serait catastrophique pour la Côte d'Ivoire. Les populations ivoiriennes, Monsieur le Président, dans ces conditions que vous venez de décrire, sont prises entre deux feux. Oui. D'un côté, les décisions du gouvernement légitimes et de l'autre, les pressions du gouvernement illégitime qui contrôle l'administration. Alors, que doivent-elles faire, ces populations ivoiriennes? Qu'avez-vous à leur dire? Cher ami, je pense qu'il n'y a pas de gouvernement. Il y a le gouvernement légitime, les Ivoiriens ont voté à 54%. Je crois que nous, Ivoiriens, nous savons qu'il n'y a pas de doute sur cette élection. Et il y a une bande de brigands et de braqueurs de banques, de braqueurs de nos libertés, de confiscateurs, de bâillonneurs. Alors, que voulez-vous? Tout simplement parce qu'ils ont le soutien d'une partie de l'armée avec quelques mercenaires et quelques miliciens, et que de ce fait qu'ils utilisent la violence, ils utilisent les armes. Vous savez, nous sommes plus forts parce que nous sommes des oufouettistes, le président Bédié et moi. Nous ne voulons pas rentrer dans ce cycle de violence. Et c'est pour cela que cette situation a duré. Nous ne voulons pas utiliser les armes, parce que c'est ce que le président Félix Houphouët-Boigny nous a enseigné. Mais eux, il n'y a pas de limite. Ils font ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, ils passent leur temps à imaginer des mesures brutales et violentes dès qu'une situation se présente à eux. Est-ce que vous savez que pour les banques commerciales, ils ont envoyé des agents en armes à l'intérieur de la banque, que je ne nommerai pas, pour chercher les personnes responsables de la trésorerie, pour les amener à la banque centrale, pour leur dire signer un chèque pour envoyer de l'argent à la présidence? C'est tout de même... Alors, donc, il n'y a pas de régime. Il y a un seul régime légitime, et c'est le nôtre. À partir de là, tous les actes posés par Laurent Gbagbo et son camp sont des actes frauduleux. Alors, qu'est-ce qui va se passer? S'il continue comme cela, d'abord, je suis certain que les Ivoiriens ne l'accepteront pas. Nous n'accepterons pas cela. Et quand cela prendra fin, tous ceux qui auront collaboré avec ce régime illégitime, avec ce gang de braqueurs, auront à s'expliquer. Et je leur lance un appel, et l'appel, c'est de ne pas coopérer avec cette équipe. Pour revenir aux mesures que vous avez arrêtées, Monsieur le Président, la suspension des exportations de café cacao, la gratuité de la vignette, on imagine aisément que l'objectif, c'est l'étouffement du régime en place. Aujourd'hui, les difficultés sont là, les populations souffrent. Si ces difficultés perdurent, vous ne craignez pas, Monsieur le Président, que certaines franges de nos populations vous tiennent pour responsable de leurs difficultés? Vous savez, moi, j'ai fait tout pour protéger les populations. C'est cela la réalité. D'abord, quand nous avons pris les mesures sur
les exportations de café cacao. Je précise bien qu'il s'agit d'exportation. Il ne s'agit pas d'achat à l'intérieur auprès des paysans. Ceci continue et ceci doit continuer. Et quand ces achats sont faits, les produits sont stockés et non pas exportés. Parce que si ces produits sont exportés, les taxes qui sont collectées ne reviennent pas à la Côte d'Ivoire, au budget de l'État que nous devons gérer. Ils vont dans les caisses de Laurent Gbagbo qui les utilise à acheter des armes, à acheter des munitions et à payer ses amis. C'est cela. Et si cela continue tel que je les connais, qu'est-ce qui va se passer? S'ils peuvent exporter, ils vont dire un jour, la taxe ne sera plus de 200 francs, mais elle sera peut-être maintenant de 300 francs, de 400 francs, de 500 francs, jusqu'à prendre la totalité des ressources des planteurs. Nous avons l'obligation de protéger tous les Ivoiriens, et à commencer par les planteurs qui ont quand même donné la prospérité à notre pays. Alors moi, je ne suis pas dans une situation où je me pose des questions par rapport à une certaine opinion. J'ai été élu par mes compatriotes parce qu'ils ont eu confiance en ma capacité de changer la Côte d'Ivoire, d'amener plus de prospérité, de bonheur à nos compatriotes. Et je veux protéger mes compatriotes. Je veux protéger les Ivoiriens en totalité. Les planteurs, les transporteurs, les commerçants, je veux les protéger, les fonctionnaires. Et si Laurent Gbagbo et son camp continuent, ils pourraient apporter la faillite à notre pays. Donc, ils sont responsables des dégâts qui sont causés. Et c'est pour cela qu'ils sont sanctionnés. Vous savez, le fait pour une banque de fermer, c'est une sanction contre Laurent Gbagbo. Le fait que l'Union européenne, les Américains mettent la liste de certaines personnes sur des listes, ce sont des sanctions parce que tous ces pays voient le comportement voyou par rapport à une certaine opinion. J'ai été élu par mes compatriotes parce qu'ils ont eu confiance en ma capacité de changer la Côte d'Ivoire, d'amener plus de prospérité, de bonheur à nos compatriotes. Et je veux protéger mes compatriotes. Je veux protéger les Ivoiriens en totalité. Les planteurs, les transporteurs, les commerçants, je veux les protéger, les fonctionnaires. Et si Laurent Gbagbo et son camp continuent, ils pourraient apporter la faillite à notre pays. Donc, ils sont responsables des dégâts qui sont causés. Et c'est pour cela qu'ils sont sanctionnés. Vous savez, le fait pour une banque de fermer, c'est une sanction contre Laurent Gbagbo. Le fait que l'Union européenne, les Américains mettent la liste de certaines personnes sur des listes, ce sont des sanctions parce que tous ces pays voient le comportement voyou de ces personnes. Alors donc, ma responsabilité, c'est de protéger les Ivoiriens. Toutes ces mesures que j'ai indiquées ont pour but d'arrêter le pillage de la Côte d'Ivoire, de faire en sorte que les Ivoiriens soient protégés sur le moyen et le long terme. Et quand les choses reviendront à la normale, les entreprises, les banques, les particuliers n'ont pas de souci à se faire parce que je prendrai des mesures exceptionnelles. Je suis un économiste avant tout, un banquier. Je vois déjà, je travaille sur tout ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour récupérer ces déviations auxquelles nous avons assisté. Je tiens à dire aux entreprises qu'elles seront soutenues, elles seront aidées. Je tiens à dire aux banques que ce sera la même chose. Il y aura des facilités pour les aider à sortir de cette crise. Mais je dis également aux entreprises, aux banques qui ne se soumettent pas aux décisions que nous avons prises, qu'elles feront l'objet de sanctions. La Côte d'Ivoire ne pourra pas accepter que des mesures prises pour protéger les Ivoiriens ne soient pas appliquées par l'ensemble des opérateurs et des banques concernées. Monsieur le Président, notre pays est secoué par une crise aiguë. Jusque-là, toutes les négociations ont échoué. Le panel des chefs d'État de l'UA arrive bientôt. Qu'est-ce que vous attendez de cette
énième mission? Vous savez, nous avons eu 7 missions déjà qui sont venues en Côte d'Ivoire depuis le 5 décembre. Elles sont venues essentiellement, elles nous ont toutes dit la même chose, hein, que Alassane Ouattara est le président élu, le président légitime. Toutes les preuves sont là. J'ai gagné les élections. Elles m'ont demandé qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour faciliter une sortie honorable pour Laurent Gbagbo. Je leur ai fait part de mes propositions de garantie, de protection, de reconnaissance de statut d'ancien chef d'État. Et à chaque fois, ces missions se sont heurtées à un niet de M. Laurent Gbagbo, qui tient à s'accrocher au pouvoir, peut-être par peur pour l'avenir, par peur parce qu'il sait tout ce qu'il a fait, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors, il faut nécessairement aller au-delà. Et je pense que le panel de chefs d'État qui arrive peut-être doit pouvoir lui enlever ses peurs et ses angoisses pour qu'il rende la Côte d'Ivoire au régime légitime, au verdict des urnes, des Ivoiriens. Lui, comme nous tous, savons qu'il a perdu les élections. Les preuves sont là. Nous sommes quand même sur l'ensemble du territoire, que ce soit au sud, que ce soit au centre, à l'est, à l'ouest, au nord. Nous savons que ces élections se sont passées dans des conditions quasi parfaites par rapport à comment ces choses se passent dans d'autres pays africains, qu'il n'y a pas eu de fraude, que les violences qui ont été constatées dans les régions où Laurent Gbagbo a empêché des électeurs du RHDP de voter, et ainsi de suite. Mais nous l'avons accepté parce que nous voulons la paix pour notre pays. Et si nous en sommes là encore aujourd'hui, c'est parce que nous voulons une sortie pacifique de cette crise. Et je souhaite véritablement qu'il en soit ainsi. Dans ce soutien massif dont vous bénéficiez, l'Angola et l'Afrique du Sud semblent faire un peu bande à part. Oui, mais vous savez, les pays sont ce qu'ils sont, avec leurs objectifs, avec leurs intérêts. Mais je note que ces pays sont très loin de nous. Ils ne connaissent pas nos réalités. L'Angola et l'Afrique du Sud, ce sont des présidents que je connais bien. Je connais bien Dos Santos. Quand j'étais directeur général adjoint du Fonds monétaire, je l'ai vu à plusieurs occasions. Le président Zuma, je connais bien. Le président Beki. L'Afrique du Sud est un pays dont je me suis occupé, dont le président Houphouët s'est occupé. Je ne vais pas trahir le secret d'État. Nous avons soigné quasiment tous les leaders sud-africains quand ils étaient en exil. Nous avons donné des bourses aux étudiants sud-africains du temps du président Félix Houphouët-Boigny. Donc ce sont des pays amis. Les peuples de l'Angola et d'Afrique du Sud sont nos frères. Nous n'avons pas de problème. Maintenant, la presse dit un certain nombre de choses concernant leur position, mais je vous signale qu'à Addis Abeba, il n'y a pas eu de problème. C'est à l'unanimité que les pays membres, les 53 pays membres de l'Union africaine, ont reconnu que je suis le président élu légitime de Côte d'Ivoire, y compris l'Angola et l'Afrique du Sud. Alors, cette mission, ce haut panel arrive pour peut-être, j'espère, amener Laurent Gbagbo à comprendre que ça a assez duré cette crise et les Ivoiriens méritent mieux. Je ressens fortement toutes ces missions dans notre pays qui viennent nous dire les mêmes choses et qui repartent avec les mêmes réponses de Laurent Gbagbo. C'est humiliant pour nous, Ivoiriens, d'être dans une telle situation. Nous sommes devenus la risée du monde entier. Je pense que si Laurent Gbagbo aime véritablement la Côte d'Ivoire comme il le dit, l'amour pour la Côte d'Ivoire devrait être au-dessus de sa passion pour le pouvoir. Il doit pouvoir quitter. Et il faut qu'il quitte et que la Côte d'Ivoire continue le chemin dans la paix. Vous pensez avoir fait toutes les propositions à Laurent Gbagbo, qu'il n'y a plus rien à négocier avec lui? Non, je n'ai pas...
C'est une question intéressante, mais qu'est-ce que je dois négocier? Cher frère, vous m'avez élu à 54%. Mais qu'est-ce que c'est la démocratie? La démocratie, on dit, voilà, vous avez un certain nombre de candidats, vous allez voter, et quand on finit de voter, celui que le peuple a choisi doit exercer les responsabilités. Ceci s'est passé en 2 étapes, le 31 octobre et ensuite le 28 novembre. Et j'ai été élu largement. Nous, Ivoiriens, nous le savons. Parce que ceux qui fabriquent des faux PV pour faire le tour, qui montent des faux DVD pour aller les montrer à des pays qui n'ont pas suivi le processus, peuvent essayer de tromper les autres. Comme disait Lincoln, on peut tromper une partie du peuple tout le temps. On peut tromper tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. D'ailleurs, la mission des experts de haut niveau du panel a été un piège pour Laurent Gbagbo parce qu'ils avaient raconté tellement de choses. Et quand ces messieurs sont venus et qu'ils ont parlé à tout le monde, de ce que je sais, ils sont ahuris par les mensonges dont ils ont été abreuvés. Donc Laurent Gbagbo et son clan s'attendent bien sûr à ce que la vérité soit dite à nouveau. Et alors il va continuer de dire « je veux connaître la vérité ». Mais la vérité, il la connaît. Alors à partir de là, nous considérons, nous, qu'il faut véritablement aller de l'avant. Quand on est élu président de la République de son pays, on doit avoir une grande ouverture. Et c'est ce que j'envisage de faire. Je tiens beaucoup à la réconciliation des fils et des filles de notre pays. Je veux que la Côte d'Ivoire apprenne le pardon. Que les Ivoiriens se disent que, quelles que soient les incompréhensions, les récriminations du passé, nous devons passer à une autre étape. Et que c'est par le pardon que nous allons y arriver. Donc, quand vous me dites, est-ce que j'ai les négociations, est-ce que j'ai tout donné? Ce que je peux donner, c'est ce que le peuple m'a offert. La responsabilité suprême de l'État. Et dans l'exercice de cette responsabilité, l'engagement que j'ai pris, c'est de faire en sorte que les souffrances des Ivoiriens diminuent et même soient éliminées à la fin de mon mandat. Que les Ivoiriens réapprennent à s'aimer et que l'amour qui était le socle de la politique d'Houphouët-Boigny continue d'être notre créneau, notre guide. Et pour cet amour, il faut le pardon. Et c'est pour cela que j'ai indiqué le gouvernement d'ouverture, le gouvernement de large rassemblement, que chacun soit à sa place, comme je l'ai dit avec les ambassadeurs. Moi, je ne vais pas nommer 50% d'ambassadeurs qui ne sont pas des diplomates de carrière. Je veux que tout soit repris. Je vais apporter le changement à mon pays. Et c'est ce qui va rassurer nos compatriotes. Et surtout la jeunesse. La jeunesse a besoin de se dire, quand ils vont sur Internet, qu'ils voient ce qui se passe en Tunisie, en Égypte, ailleurs, qu'ils se disent, notre pays n'aura pas besoin de ça parce que nous sommes sur la bonne voie. Je ne souhaite pas la violence à mon pays. Il faut qu'on sorte de cette situation par la paix. Dans sa résolution, l'Union africaine parle de décisions qui seraient contraignantes pour toutes les parties. Oui. Seriez-vous prêt, Monsieur le Président, à vous soumettre à la décision du panel des chefs d'État? Oui, je crois qu'il y a une interprétation de cette phrase de l'Union africaine que les gens limitent à Laurent Gbagbo et à moi-même. Mais toutes les parties, c'est toutes les parties ivoiriennes. Cela veut dire les institutions, cela veut dire l'armée, etc. C'est toutes les institutions qui composent la Côte d'Ivoire, parce que certaines de ces institutions ont contribué à cette crise. Quant à moi, l'Union africaine me reconnaît comme le président élu. Qu'est-ce qu'on voudra me demander? Ce que je considère que je peux déjà donner. Par exemple, un partage de pouvoir? Non, pas, le mot partage n'est pas exact, parce que la démocratie veut dire qu'on a élu un président.
même Laurent Gbagbo, qui n'a pas été élu, a eu la totalité du pouvoir au départ. Alors, ce n'est pas le partage du pouvoir. Je veux rassembler tous les Ivoiriens. Et donc, j'aurai des ministres à l'HDP, mais j'aurai également des ministres de la minorité présidentielle, l'MP. Donc, moi, je n'exclurai personne de la société civile, etc. Parce qu'il y a des compétences partout. Et je l'ai démontré de 90 à 93. J'avais fait en sorte que toutes les grandes régions de Côte d'Ivoire soient représentées dans mon gouvernement. Et je veux surtout mettre le gouvernement et les Ivoiriens au travail, comme j'ai eu à le faire. Par conséquent, des décisions contraignantes pour toutes les parties, ce sera une bonne chose. Et il faut que toutes les parties appliquent ces décisions qui seront apportées par le panel des chefs d'État. Ce sont tout de même des homologues à moi et je les connais tous. Et je considère que c'est des personnes sages, des personnes qui ont eu des difficultés dans leur pays. Ils ont réussi à les résoudre et ils viendront nous donner des conseils, nous faire des recommandations dans le cadre du mandat qui a été arrêté par l'Union africaine, c'est-à-dire Alassane Ouattara est le président de la République. À partir de là, que devons-nous faire pour sortir de cette situation dans la paix? Voilà l'équation. Et avant l'arrivée de cette mission, Monsieur le Président, beaucoup de personnes expriment leur pessimisme. Le Premier ministre l'a dit clairement. RHDP parle de dernière médiation. Que devons-nous comprendre par là? Oui, mais je les comprends. Je comprends, il y a une lassitude, il y a un pessimisme. Je comprends cela. Mais ma responsabilité, c'est de faire preuve de patience. C'est de tout faire pour garder l'intégrité de notre pays. C'est de faire en sorte que les Ivoiriens ne désespèrent pas et que mes compatriotes soient persuadés que nous allons sortir de cette crise et que la vie des nations est ainsi faite. Il y a des moments terribles, il y a même des guerres qui ont marqué certaines époques dans certains pays. Mais nous allons en sortir parce que moi je pense que si les Ivoiriens ont voté aussi massivement, voyez les élections qui se sont passées dans les pays voisins. Au Niger, le taux de participation était d'à peu près 50%, en Centrafrique, etc. Mais nos compatriotes ont voté à 84% au premier tour. Et ça, c'est sans compter ceux qui ont été exclus du scrutin par toutes ces histoires de vérification, de ceci, de cela, qui ont enlevé quasiment 10% de l'électorat. Si tout ce monde avait voté, peut-être que nous aurions un taux de participation de 90%. Alors, vous voyez, à partir de là, les Ivoiriens veulent la démocratie. Ce fort taux de participation veut dire une volonté de démocratie. Et en deuxième lieu, au deuxième tour, l'écart entre Laurent Gbagbo et moi-même, de près de 400 000 voix sur 4 millions d'électeurs, cela veut dire que les Ivoiriens ont voté pour le changement. Et nous devons leur apporter ce changement. Je ne dois pas continuer d'accepter cette situation. Je l'ai acceptée, comme je l'ai dit, dans un souci de paix, de respect de l'Union africaine, de mes collègues, de mes homologues chefs d'État. Mais j'ai perdu 3 mois de mon mandat déjà, bientôt. Vous savez, 3 mois, dans le calcul que j'ai fait, c'est plus de 600 milliards de francs CFA d'investissement que les Ivoiriens n'ont pas eu, sans compter les difficultés quotidiennes, les souffrances qui sont vécues. J'avais proposé, j'ai dans mon programme, un investissement sur les 5 années de 12 000 milliards de francs CFA. Cela veut dire 2 400 milliards par an. Donc 200 milliards par mois. 3 mois, c'est 600 milliards. Et nous avions des projets identifiés que nous devions faire dans telle région, combien d'écoles, combien de dispensaires, combien de kilomètres de routes, etc. Mais nous sommes en train de perdre du temps du fait de Laurent Gbagbo. Alors, il est important d'aller de l'avant, de sortir de cette crise. Malgré le pessimisme,
du Premier ministre, du RHDP, je comprends cela. Et justement, vous-même, nous allons en sortir. Vous-même, vous ne vous êtes pas encore prononcé là-dessus. Est-ce que vous êtes confiant ou bien vous pensez que la sortie de crise passera inéluctablement par ce qu'on appelait l'utilisation de la force légitime? Je souhaite pour ma part, en tant que chef de l'État, que nous sortions de cette crise par la paix. Que ce soit par la paix que nous le fassions. Maintenant, à l'impossible, nul n'est tenu. Mais je suis quand même déterminé. Je ne veux pas rester dans une telle situation plus longtemps. Vous savez, j'avais donné un ultimatum pour le 31 janvier. Et une semaine avant, même 2 semaines avant, j'ai eu le contact des chefs d'État par rapport à cette réunion d'Addis Abeba. Je me suis dit, donnons une chance à la paix. Et à Addis Abeba, le 27-28 janvier, les chefs d'État ont décidé qu'il y aurait cette mission, ce haut panel, à partir du 21 février. Mais Laurent Gbagbo doit comprendre que le compte à rebours a commencé dès le 1er février. Le compte à rebours a commencé. Et Laurent Gbagbo est fini. C'est terminé pour lui. Alors, il ne peut pas entraîner la Côte d'Ivoire dans le chaos comme il est en train de le faire. Et il faut qu'il parte. Et qu'il parte dans une situation de paix pour la Côte d'Ivoire. Il y a eu assez de violence, assez de meurtres. Nous sommes à plus de 500 personnes qui ont été tuées. Et en plus de cela, il y a une centaine de personnes qui sont disparues. Donc c'est plus de 600 morts que nous avons. On ne peut pas. Qu'est-ce qu'il faut lui dire pour qu'il arrête? Nous ne pouvons pas continuer de cette manière. Donc j'ai quand même bon espoir pour la visite de ce haut panel de chefs d'État. Je souhaite que la sagesse habite tout le monde, y compris ceux qui ont commis des erreurs dans leur appréciation. Monsieur le Président, votre aîné, le président Bédié, a dit récemment que vous serez installé bientôt au palais. Oui. Alors, vous vous donnez combien de jours pour y être? Mais vous savez, le président Bédié est un sage. Il a donné un mot d'ordre qui a été largement suivi. Je lui suis reconnaissant. Et lui et moi, nous voyons quasi quotidiennement. Je lui fais le point. Si nous sommes ensemble dans cet hôtel depuis plus de 2 mois, c'est un acte très fort de solidarité, mais également d'amour pour la patrie. Et c'est ce qui est important. Je dis que le compte à rebours pour Laurent Gbagbo a commencé, et croyez-moi. Par ailleurs, le RHDP a appelé ses militants à manifester samedi prochain. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez et quelle est la pertinence de cette manifestation pour vous? Oui, mais c'est une excellente chose. Je pense que le RHDP a totalement raison. Et c'est une... trop, c'est trop. Comme le disait le slogan du président Bédia pendant la campagne. Il faut arrêter tout ça. Et moi, j'en appelle à mes compatriotes pour une large mobilisation. L'appel du RHDP, du président Bédié, doivent être entendus. La Côte d'Ivoire ne peut pas être entre les mains d'un groupe de gens qui vont braquer des banques tout de même. Les Ivoiriens se sont prononcés largement le 28 novembre. Il faut que les Ivoiriens s'expriment à nouveau à l'occasion de ces manifestations. Que l'on démontre que malgré l'utilisation de la force, l'utilisation de la violence par le clan de Gbagbo, que nous n'avons pas peur et que nous sommes déterminés cette fois-ci à faire entendre de manière claire et de manière définitive la voix de la majorité. Les Ivoiriens ne peuvent pas continuer de souffrir ainsi par la volonté d'une minorité violente qui a accaparé les armes de la République pour tuer les Ivoiriens. Nous en sortirons. Monsieur le Président, cette émission tire à sa fin. Avant cette crise, on se disait
le nouveau président aurait beaucoup de difficultés à rebâtir ce pays. Avec cette crise que nous traversons là, les difficultés se sont certainement accrues. Comment reconstruire ce pays? Par où commencer à la fin de cette crise? Oui, vous avez raison. Cette période est très difficile pour tous nos compatriotes. Cette élection était censée être une élection de sortie de crise. Nous avons tous eu beaucoup d'espoir. Nous sommes tous engagés dans ce processus démocratique. Si moi j'avais perdu, j'aurais non seulement reconnu le résultat de ma défaite, mais j'aurais appelé Babo pour lui dire, voilà, ben écoute, mon cher frère, félicitations. Nous nous mettons à ta disposition pour la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Parce que les 10 années passées ont été des années difficiles pour les Ivoiriens. Le taux de pauvreté s'est accru. Nous sommes passés de 30% dans les années 90 à plus de 50% aujourd'hui. Le chômage des jeunes est terrible. Et nous savons ce que la population demande, notamment les jeunes. Les femmes n'arrivent plus à avoir aucune activité. Donc, l'élection devait nous permettre de sortir de cette situation de crise. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Du fait et de la volonté d'un seul homme et de son clan, nous sommes dans une crise plus profonde que celle que nous connaissions avant. À quoi auront servi les élections? Donc il faut en sortir, et la Côte d'Ivoire ne sortira de cette crise, que par le départ de Laurent Gbagbo. Et là, j'en appelle à tous mes compatriotes que nous fassions en sorte qu'il en soit ainsi, avec ou sans le panel des chefs d'État. La deuxième chose, que nous soyons rassemblés après son départ pour reconstruire la Côte d'Ivoire. La troisième chose, que le président de la République que je suis tiendra ses engagements. J'apporterai le changement. Le rassemblement est important, il sera difficile. Il sera difficile, mais il faudra l'organiser. Je l'ai dit dans mon programme, la première chose à faire sera de mettre en place un gouvernement inclusif. La deuxième chose serait de mettre en place une commission vérité et réconciliation pour que les uns et les autres qui ont eu à commettre des actes détestables d'une manière ou d'une autre, peut-être sur instruction quelquefois, par la force, puissent venir témoigner et qu'à l'issue de cela, comme en Afrique du Sud, en Sierra Leone, au Libéria, on tourne la page. Donc, le rassemblement, la réconciliation est possible. Et surtout, j'apporterai le changement. Et vous savez, le changement commencera par la mise en place d'un état de droit. Je veux rassurer mes compatriotes que l'état de droit sera une réalité avec moi. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Je considère que tous les Ivoiriens doivent avoir les mêmes droits et que nous devons travailler à cela. Et enfin, ceci passe par la mise en œuvre du programme que le RHDP a promis aux Ivoiriens. C'est un programme ambitieux, mais j'ai les moyens de mettre en œuvre ce programme avec l'appui de mon aîné, le président Henri Konan Bédié, et le soutien du RHDP. J'en ai la conviction, parce que si vous regardez l'état de dégradation de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, on peut se dire, mais c'est une tâche impossible. Mais le président Fouette disait, découragement n'est pas ivoirien. Moi, je dirais, impossible n'est pas ivoirien non plus. Je m'attellerai à ce que nous puissions aller de l'avant avec des investissements massifs. Les engagements que j'ai pris, je les respecterai. Et c'est pour cela, pour revenir sur la situation des banques, je veux des banques qui soient saines. Je veux des banques qui continuent d'avoir leurs ressources dans leurs coffres, dans leurs livres, pour que le jour venu, quand elles vont ouvrir, nous serons en mesure de fonctionner normalement. Je veux une banque centrale légale, une banque centrale qui respecte les règles de la communauté financière que nous avons créée avec les autres pays.
je veux faire en sorte que le cadre juridique soit respecté dans notre pays. Que les investisseurs, les nationaux, les PME se disent maintenant nous pouvons aller de l'avant. Nous pouvons investir, nous pouvons recruter parce que nous savons que le gouvernement ne viendra plus avec des calaches pour nous faire telle chose ou telle autre. Que les gros investisseurs, qu'ils soient européens, américains, asiatiques, se diront voici un pays qui marche. Et surtout que la Côte d'Ivoire retrouve sa respectabilité, sa crédibilité et que la Côte d'Ivoire, qui est littéralement le 3e pays de la sous-région, de la région africaine, je veux dire, après l'Afrique du Sud et le Nigeria, retrouve sa place. Cette émission va se terminer, Monsieur le Président. Si vous avez une conclusion en 1 ou 2 minutes. Oui, vous me restreignez à 1 ou 2 minutes. Mais écoutez, d'abord, je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité. Je pense que les temps sont difficiles. Je vais m'adresser à mes concitoyens. Je veux vous dire, chers compatriotes, que je connais vos souffrances. Oui, je souffre moi-même terriblement de cette situation. Je n'ai pas voulu être président de la République pour le pouvoir. J'ai voulu participer à cette élection parce que je crois à mon pays, parce que j'aime mon pays et parce que j'ai la conviction que je peux apporter à mon pays, à mes concitoyens. Et je suis désolé de ce que nous vivons aujourd'hui. Bien entendu, nous savons tous que c'est le fait de l'ancien président. Je demande qu'il se ressaisisse si cela était possible. Et je voudrais vous dire, chers compatriotes, que je suis déterminé. Je suis plein d'espoir parce que la Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. Je suis plein d'espoir parce que ces différentes missions qui nous ont visités ont démontré que nous voulons la paix pour notre pays. Nous voulons vivre ensemble avec tout le monde. Nous ne voulons pas nous couper de nos amis, de nos frères de la CEDEAO. Nous ne voulons pas nous isoler du reste du continent ou du reste du monde. Nous voulons faire partie intégrante de ce monde qui est en perpétuel mouvement. Et je tiens à ce que la Côte d'Ivoire ait sa place dans ce monde. Je sais pouvoir compter sur vous. J'en appelle à votre grande mobilisation. Nous ne devons pas laisser cette situation perdurer. La Côte d'Ivoire est un bien commun. Nous avons l'obligation de faire en sorte de protéger notre bien commun. Je vous remercie et à très bientôt. Merci, messieurs. Monsieur le Président, d'avoir répondu à Monsieur nos le Président. questions. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite au programme sur Télé Côte d'Ivoire. Bonsoir.